Bienvenue à une nouvelle leçon du cours pour programmeurs en Java intitulée Introduction à la communication entre processus avancés Java. Alors tout de suite le menu. La nécessité de mécanismes de communication. L'overview des diverses options dans Java. Une comparaison entre les diverses options. Un exemple avec RMI. Alors tout de suite, le premier point, la nécessité de mécanismes de communication entre processus. Alors en principe, vu l'élément incontournable qui est devenu l'Internet maintenant, il y a beaucoup de mécanismes qui nous permettent de faire la communication entre plusieurs serveurs et plusieurs postes là. Alors maintenant, durant cette leçon-là, on va voir un petit peu ces mécanismes-là et comment faire des connexions. On l'a déjà vu lors de leçons précédentes, qu'est-ce qu'on utilisait comme processus pour pouvoir bien sûr communiquer entre les serveurs. Alors là, on va les voir un petit peu plus en détail. Alors, applications non monolithiques. Alors, les applications non monolithiques, on retrouve Internet, on retrouve intranet, on retrouve extranet, et puis l'architecture distribuée. Alors, le niveau de communication, lorsqu'il s'agit d'un niveau de communication qui reste très bas, qui ne nécessite pas beaucoup de sécurité, on fait abstraction sur le niveau physique du réseau. Donc on ne pense même pas au niveau physique du réseau parce qu'on peut utiliser des protocoles qui ne prennent même pas en considération le réseau. Et on utilise les sockets. Maintenant, si on passe à un niveau moyen, on fait abstraction sur les sockets et on utilise les servlets. Alors maintenant, vous vous rappelez, au niveau des leçons précédentes, on avait vu les scripts CGI. Les scripts CGI, ce sont des mécanismes qui nous permettaient de faire, bien sûr, de l'interaction entre les navigateurs web et les serveurs web. Alors maintenant, ces scripts, actuellement, en Java, ils sont remplacés par les servlets. Alors maintenant, dans le cas où nous voulons avoir un niveau de communication moyen, donc on fait abstraction sur les sockets et on utilise, bien sûr, les servlets. Alors, lorsqu'il s'agit d'un niveau de communication haut, on fait abstraction toujours sur les sockets, mais cette fois-ci, on utilise les méthodes RMI et les CORBA. Lorsqu'on veut la sécurité maximale de niveau de communication, on fait abstraction sur le RMI et le CORBA, et on utilise le EJB. Niveau bas, Berkeley Socket. Alors comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en principe, lorsque vous utilisez un niveau bas de communication, il va falloir utiliser bien sûr les sockets. Alors les sockets, ils se basent bien sûr sur le TCP/IP qui est un protocole de communication. Ils se basent sur l'interprocess communication, le IPC, qui a été bien sûr lancé en 1981 et qui utilisait bien sûr les versions BSD 4.2. Alors, les caractéristiques d'un socket. Alors, le socket, il a un nom, d'abord. Il a une adresse. Il cache au programmeur les détails physiques du réseau, parce qu'au niveau le plus bas, on fait abstraction sur la couche physique du réseau. Donc, le socket cache, bien sûr, au programmeur les fonctionnalités de la couche physique. Alors, les types de sockets. On a le datagramme. Alors, le datagramme, vous avez le protocole UDP, le connectionless, qui reste non fiable, et qui est très rapide. Vous avez le socket stream, qui se base sur du TCP,
et qui est reliable, ça veut dire qui est trifiable, contrairement au socket datagram, et overhead de la connexion. Donc c'est un petit peu plus rapide. REO, donc il utilise les protocoles IP et les protocoles ICMP. L'interface au protocole de plus bas niveau. REO toujours, il est employé par exemple pour essayer de nouveaux protocoles. Lorsqu'il s'agit de faire le test de nouveaux protocoles, on utilise bien sûr le socket RAW. Alors les sockets ports, comme vous devez le savoir, chaque socket a un port bien précis, comme tout programme. Vous connaissez que les programmes, ils sont bien sûr configurés sur un port bien déterminé. Comme si vous utilisez par exemple le HTTP, un programme navigateur qui utilise le port 80, vous utilisez le FTP, il utilisera le port 20 et 21, et ainsi de suite. Alors, socket port, vous avez une adresse IP plus un numéro de port. L'adresse IP, c'est une adresse IP de 32 bits. Elle est exprimée en général dans la formule 8B, 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 8B. Donc généralement 192, 168.1.0. Donc on va voir une certaine forme d'adresse IP. Alors ça, c'est une forme d'adresse IP. Alors, toujours au niveau des codes port, l'adresse IP plus le numéro de port, IP cette fois-ci qui est égal à 32 bits, ou par le nom de domaine. Parce que vous avez aussi la possibilité, si vous ne voulez pas utiliser l'adresse IP, utilisez bien sûr l'adresse de domaine, le nom de domaine. Parce que maintenant, avec les architectures actuelles qui existent, vous avez du DNS qui est partout. Donc, au lieu d'utiliser l'adresse IP, vous pouvez bien sûr utiliser directement le nom du domaine qui, à son tour, convertira ce nom en une adresse IP. Socket port toujours. Alors, le numéro de port, il peut être 16 bits. Il représente l'entrée point d'une application. Les services les plus connus ont des numéros de port bien définis, comme par exemple, le numéro de port est égal à 16 bits toujours, le port HTTP qui est le port 80. Alors la programmation de socket en Java. Alors pour pouvoir faire des programmations de socket en Java, on a besoin d'abord du package java.net. Alors on utilise les sockets. Et on utilise le serveur, un serveur de socket, et puis des sockets IMPL. Alors, sinon on peut utiliser le package java.io pour lire et écrire avec les sockets. Abstraction sur le réseau physique, donc comme on l'a déjà expliqué tout à fait au début, pour la communication avec un niveau minimal, on fait abstraction à la couche physique. Et bien sûr, en utilisant les sockets, c'est plus facile par rapport à C et C++. Alors on passe maintenant à un deuxième point, le haut niveau. Alors, socket based, tous les mécanismes dont on va parler ont besoin de sockets au niveau le plus bas. Le niveau d'abstraction permet au programmeur de ne pas s'inquiéter des détails. Et ça, c'est une chose très importante pour le programmeur, pour ne pas se soucier, bien sûr, des détails de la programmation. Alors, les objets comme paramètres, vous avez les objets locaux, by value par valeur, by reference par référence. Vous avez les objets éloignés par valeur aussi, sérialisation. Et by référence, vous vous rappelez de la sérialisation, on l'avait déjà vu au niveau des premières leçons de Java. Le pattern proxy, design pattern, le stub, les squelettons, et puis la création des stubs et des squelettons. Alors là, c'est l'architecture, si vous voulez, de la communication entre deux serveurs ou entre un poste client et un serveur. Et on va le voir sous forme d'un schéma pour mieux les comprendre. Alors, vous avez par exemple une Java Virtual Machine, donc vous avez un client A qui veut communiquer, bien sûr, avec un client B, avec sa Java Virtual Machine, donc pour faire la connexion entre deux process. Alors, automatiquement, on va utiliser les stubs au niveau de la machine source, si vous voulez.
et des squelettons, bien sûr, au niveau de la machine destination. Alors, on envoie comme un jeton au niveau de la recherche et on le fait envoyer. Donc, le squeletton reçoit, bien sûr, le jeton, si vous voulez, et le fait parvenir à la destination. Alors maintenant, cette méthode n'est pas très performante et c'est pour ça qu'on l'utilise à un niveau très bas. Alors maintenant, pour un niveau supérieur, il y a lieu de travailler avec ce qu'on appelle des services d'annuaire où on va bien sûr instaurer toutes les informations dont on a besoin pour pouvoir avoir une recherche facile et les retrouver facilement. Naming service. Une sorte d'annuaire pour les objets. Les objets qui veulent être joints, serveurs, doivent s'y inscrire. Donc, dans ce cas-là, on crée ce qu'on appelle un serveur d'annuaire, comme dans le cas de Microsoft, ce qu'on appelle Active Directory. Ce serveur d'annuaire, donc c'est là où on va stocker toutes les informations. Toutes les informations y seront stockées. Alors maintenant, pour rechercher une information, on n'a pas besoin de la rechercher au niveau du réseau, on recherche directement au niveau de ce serveur d'annuaire, et automatiquement, on a l'information sans pouvoir passer à d'autres serveurs qui sont encore plus loin. Alors, les objets clients qui accèdent au service du serveur l'interrogent, Corba Naming Service, RMI Registry, LDAP et ainsi de suite. C'est là où interviennent bien sûr les Corba et les RMI. Le Naming Service lui-même est un objet lointain. Et on va le voir. On reprend le même schéma que tout à l'heure. Nous avons bien sûr un process avec une Java Virtual Machine. Alors le process A veut communiquer avec le process B, mais tout à fait au début, le process B, il s'enregistre au niveau d'un service d'annuaire, Naming Service. Alors maintenant, lorsque le A recherche ou veut communiquer avec le deuxième process, automatiquement, il cherche où est B et le service d'annuaire va le renseigner pour pouvoir bien sûr communiquer. Alors automatiquement, le stup de B sera vraiment très proche par rapport à l'ancienne méthode. Et on va le voir se déplacer jusqu'à arriver, bien sûr, à la machine virtuelle. Alors maintenant, on va parler de servlet. Alors, si vous vous rappelez, au niveau des leçons précédentes, on avait parlé, avant de parler de servlet, on avait parlé de scripts CGI. Alors, les scripts CGI, ce sont des scripts qui nous permettaient bien sûr de dialoguer d'une manière interactive entre un navigateur web et un serveur web. Mais il s'est avéré qu'il y avait plusieurs problèmes. Alors, premièrement, les scripts CGI n'utilisaient pas le threading, c'est-à-dire qu'ils travaillaient en process, donc on perdait en mémoire et on avait le risque de faire planter les machines, et il y avait un niveau très très bas de sécurité. Alors maintenant, en utilisant les servlets, on résout tous les problèmes là. Les servlets se basent sur le thread de Java, et lorsqu'on travaille en multithreading, on est plus tranquille au niveau de la gestion de la mémoire et au niveau aussi de la gestion, si vous voulez, de l'arrêt des processus, parce que bon, maintenant, si un thread s'arrête, on n'engendre pas l'arrêt, par exemple, de toute la machine. Et bien sûr, vous avez un niveau de sécurité qui est beaucoup plus haut par rapport à l'utilisation des scripts CGI. Alors, les servlets se basent sur la HTTP, mais pas seulement, et bien sûr sur les extensions d'un serveur web ou d'un web server. Le naming service, dans ce cas, est représenté par l'URL. Le naming service, c'est ce qu'on a appelé tout à l'heure le service d'annuaire. Donc, il est bien sûr, dans ce cas, représenté par l'URL. L'URL, c'est l'adresse ou l'adresse, si vous voulez, web ou l'adresse exacte du chemin où on va trouver, bien sûr, le fichier qu'on veut. Un mécanisme de proxy n'existe pas, mais peut être construit. Alors, vous vous rappelez que lorsqu'on a parlé de proxy, l'avantage du proxy, c'est que vous avez la possibilité, un serveur proxy, vous avez la possibilité de mettre en cache plusieurs éléments. Et là, est-ce que vous avez la possibilité de l'avoir ici ou pas? Donc, par défaut, vous ne l'avez pas, mais vous avez aussi la possibilité de le construire. Les RMI, donc les JRMP, qui se basent sur le 2IOP, ils fonctionnent seulement pour Java. Voilà l'inconvénient du RMI. Le naming service est le programme RMI Registry, c'est-à-dire que le service d'annuaire reste bien sûr le RMI Registry. Et le RMI-C est le compilateur pour créer des stubs et des squelettons.
Alors vous vous rappelez lors du schéma qu'on a vu tout à l'heure, donc la communication en deux process, si vous voulez. Alors au niveau du premier process, au niveau de la première machine virtuelle, on avait des stubs, et au niveau de du deuxième process, on avait un squeletton. Alors maintenant, le RMI-C, c'est le compilateur, mais c'est un compilateur qui ne crée automatiquement les stubs et les squelettons. Le Corba. Alors le Corba, 2IOP, c'est un langage de définition qui est interface IDL. L'avantage de ce Corba, c'est qu'il fonctionne pour des objets écrits dans n'importe quel langage, contrairement au RMI. Java a une application de Corba dans le SDK, donc le système de développement, bien sûr, Kit. Le naming service Corba de Java 2 est le programme, bien sûr, TNAM serve. Alors là, le service d'annuaire, si vous voulez, se retrouve au niveau du TNA, TNAM serve. Alors, IDL to Java ou IDL-J sont les compilateurs pour créer les stubs et les squelettons. Donc, si vous utilisez, bien sûr, le Corba, vous avez, bien sûr, un compilateur propre pour, bien sûr, cette méthode-là. Et ces compilateurs, c'est eux-mêmes qui, bien sûr, nous créent les stubs et les squelettons pour les communications. Le JB. Alors, le JB qui est dédié pour des niveaux de communication qui est maximum très haut. Alors, il se base sur le JRMP, et là, on l'a vu au niveau des leçons précédentes, et le 2IOP. Ce sont des composants, donc on travaille avec des composants et des services, et c'est ça l'avantage qu'il y a. Réalisé par RMI ou Corba, le niveau d'abstraction est très, très, très élevé. Alors, on va faire une comparaison maintenant entre les différentes manières pour pouvoir communiquer entre les process. Les sockets, les avantages sont très rapides. Ils supportent, ce sont des supports du système d'exploitation, et c'est un open standard. Les inconvénients ou les désavantages, le niveau d'abstraction qui est très bas, la complexité et la facilité d'entretien. On passe à la deuxième procédure, le RMI. Les avantages, c'est qu'il est très simple. Il est donc disponible dans la Java SDK, le système de développement, si vous voulez, Kit. Et les services de la Java Virtual Machine à distance. Donc vous avez la possibilité, bien sûr, d'accéder à des services de la JVM à distance. Les inconvénients ou les désavantages, c'est une méthode que vous pouvez utiliser qu'avec Java, donc seulement dans Java. Et l'absence de vrai naming server. On ne retrouve pas un serveur d'annuaire, un vrai serveur d'annuaire. Le Corba, cette fois-ci, les avantages, c'est l'interopérabilité totale. Il est très performant par rapport aux autres. Et c'est un open standard aussi. Les inconvénients ou les désavantages, la complexité, il est très complexe. Et la version dans le Java SDK est seulement pour la référence. Les servlets, les avantages, c'est l'accouplement avec HTTP. Ça veut dire qu'on peut travailler avec, bien sûr, le protocole HTTP. Et qui dit protocole HTTP, donc généralement avec le web. Il est très simple. C'est très performant par rapport à CGI. Alors les inconvénients ou les désavantages, la performance par rapport à RMI et à Corba, malheureusement, il reste moins performant que RMI et à Corba. Les accouplements avec l'HTTP et l'abstraction par rapport à l'RMI et le Corba. Le JB maintenant pour un niveau, bien sûr, supérieur de communication. Les avantages, c'est le niveau très haut de l'abstraction. La simplicité au niveau de l'emploi des services complexes. Et les services qui sont toujours à disposition. Parce que maintenant, on utilise bien sûr les composants et les services. Les inconvénients ou les avantages, la complexité, donc il reste assez complexe. Le niveau de performance. Alors maintenant, on passe à un exemple RMI. Processus de développement avec RMI. Tout d'abord, créer le serveur. Définir l'interface distante,
créer un serveur qui réalise l'interface, et puis compiler. Alors lorsqu'on va compiler, bien sûr, on va recevoir un fichier, on va recevoir du code byte sous forme d'un fichier .class. Exécuter le stub compiler pour créer les stubs et les squelettons. Le stub compiler travaille sur les .class. Alors, démarrer le naming server, c'est-à-dire le service d'annuaire, avec le RMI registry, enregistrer le serveur dans, bien sûr, le service d'annuaire, et puis lancer l'objet serveur. Alors maintenant, on crée le client. Créer un client qui, à travers le stub, utilise l'interface distante. Il faut le compiler aussi et exécuter le client. Alors maintenant, vous avez vu tout à suivre pour pouvoir, bien sûr, préparer un programme avec le RMI. Alors maintenant, si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez toujours vous connecter au site de Netuno en cliquant sur le lien Mednetio.